Bonjour tout le monde. Donc on va toujours enchaîner avec le cours de botanique. Donc on a vu la dernière fois la famille des Astéracées. Donc c'était la dernière famille. Et bien sûr c'est une famille donc, très importante sur le plan botanique. Contient pas mal de genres, pas mal d'espèces. Entre autres donc des espèces culinaires mais aussi des espèces à intérêt médicinal. Maintenant on va terminer avec donc un petit cours, ce qu'on appelle la réalisation d'un herbier. Alors, la réalisation d'un herbier, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un herbier d'abord et comment on va réaliser cet herbier-là. Alors là, ça représente en quelque sorte l'exploitation, si vous voulez, des plantes qu'on peut retrouver dans la nature, comment on peut les conserver, etc. Voilà, donc vous avez déjà une petite définition. C'est quoi un herbier? C'est tout simplement une collection. C'est une collection de spécimens, c'est-à-dire c'est une collection d'échantillons de plantes. Donc, ce sont des plantes qu'on va bien sûr mettre sous forme d'une collection, mais à l'état séché. C'est-à-dire ces plantes-là, on ne va pas les conserver à l'état frais, mais plutôt à l'état séché. Donc voilà cette petite définition donc à retenir. Donc c'est une collection de spécimens, d'échantillons de plantes séchées. Alors quelle est l'importance de cet herbier-là? Pourquoi on fait ces herbiers? Quel est l'intérêt? Alors en fait, il y a plusieurs intérêts pour cet herbier-là. Alors on va voir, c'est plutôt, ça montre un intérêt, étant donné qu'il va représenter un patrimoine culturel. Ça va donner une idée, quand même, une histoire botanique de la région, de sa biodiversité. Également, ça va constituer un intérêt scientifique. Alors, vous avez donc cet herbier représente quand même, puisqu'on va faire toute une panoplie de collections de plantes sous forme séchée, ça va nous donner quand même toute une panoplie d'informations sur la biodiversité de la région. Parce qu'en général, lorsqu'on fait les collections, lorsqu'on réalise un herbier, on cite en bas, alors cet herbier-là, donc il a été fait à partir de quelle région et de quelle zone. Par conséquent, l'herbier, ça va me donner une idée sur la biodiversité végétale de la région. Une idée sur les espèces qui sont très abondantes, sont très fréquentes. Ça va me donner aussi une idée sur les espèces qui sont rares et menacées. Ça va me donner aussi sur les espèces qui sont éteintes. Alors, si je trouve par exemple un herbier, je retrouve une espèce X qui figure pendant, je ne sais pas, par exemple, pendant 2019 par exemple, et que je vais vérifier ça sur le terrain, je ne vais pas la retrouver donc, sur le terrain, par exemple en 2020, là ça peut donner quand même un indice que c'est une espèce qui a été déjà atteinte. Également, ça peut représenter les espèces à intérêt médicinal. Également, puisque c'est un herbier, ça va donner comme une information sur les plantes qui existent dans cette région-là, surtout les espèces qui sont rares et menacées, sûrement ça va constituer une source d'information pour les gestionnaires, pour gérer un espace vert. Alors si par exemple dans un espace vert on constate qu'il y a des espèces qui sont rares, sûrement bien sûr ces régions-là seront quand même, vont avoir quand même un certain accès qui est limité pour ne pas les détruire, et donc pour assurer leur pérennité, donc un développement durable dans la région. Donc c'est en quelque sorte une préservation et une protection des espèces qui se menaçaient. Donc c'est une source d'information pour les gestionnaires, pour gérer les espaces verts. Également, l'herbier représente une mémoire de l'évolution de la biodiversité végétale dans une région. Parce qu'on peut avoir un herbier, par exemple, réalisé en 2015, en 2016, en 2017, etc. Si on fait ça dans la même région, alors sûrement, on peut avoir, par exemple, en quelque sorte, l'évolution de la biodiversité végétale, d'une part dans l'espace, quelles sont les zones qui contiennent plus d'espèces, quelles sont les régions qui contiennent moins d'espèces, quels sont les secteurs dans lesquels on a constaté que les espèces ont été éteintes, ont été déjà, si vous voulez, détruites. Par conséquent, donc, l'herbier va nous donner une idée sur le passé d'une région. Donc, c'est le témoin du passé de la région. Donc actuellement, si on va visiter par exemple l'herbier, par exemple de l'Institut scientifique de Rabat, on va voir qu'il y a certaines espèces qui existaient en 1950, par exemple en 1960, actuellement on ne les retrouve plus.
Hein, ça veut dire que ce sont des espèces qui ont été déjà éteintes. Donc, ça nous donne une idée sur l'évolution de la biodiversité végétale. Alors là, si par exemple cette extinction a été faite sur une région X, ben, ça va donner une idée sur la biodiversité végétale, c'est-à-dire que vous avez une chute de la biodiversité végétale, donc une diminution. Également, ça peut représenter un support pédagogique pour les enseignants. Pour montrer par exemple les différentes parties de la plante, si ce n'est pas possible de faire ça directement sur terrain, donc ça peut représenter un support pédagogique pour les élèves, pour les étudiants, etc. De même, par exemple, si je veux montrer les caractéristiques d'une famille botanique, par exemple, le fruit, la fleur, etc., alors là, ça représente un support pédagogique pour les élèves, mais aussi pour les étudiants. Également, ça peut représenter ces herbiers, donc, peuvent être aussi un support pour des études scientifiques, en médecine par exemple, en pharmacie. Si cette plante, par exemple, représente un intérêt donc, qui est pharmaceutique. Si je veux, par exemple, comparer certains descendants des espèces actuelles avec les ancêtres, alors là, ça va représenter un intérêt génétique, botanique aussi, biologique, si je m'intéresse à de la biologie, l'écologie, si je m'intéresse, par exemple, à leur exigence écologique, aussi anthropique et ethnobotanique, si représentant ces espèces un intérêt directement pour l'homme dans ses différents usages. Également, donc ça va représenter quand même un intérêt pour reconstituer l'histoire botanique d'une région et voir comment évolue donc, sa biodiversité végétale. Également, ça va représenter en quelque sorte une référence pour identifier ou confirmer une identification. Alors, supposons que j'ai entre mes mains un spécimen. Et je veux vraiment donc soit l'identifier, donc je ne connais pas carrément de quoi il s'agit, soit je veux confirmer. Alors je peux confirmer ça en comparant mon spécimen avec l'herbier. Par exemple, je prends mon spécimen entre mes mains et je vais essayer de comparer avec un herbier, bien sûr, authentifié, c'est-à-dire un herbier qui représente une référence. Pour dire par la suite, voilà, donc l'espèce que j'ai entre mes mains, c'est exactement celle qui existe au niveau de l'herbier. Par conséquent, je peux faire une détermination directe. Également, donc, à partir de plusieurs herbiers, en comparant donc, les caractéristiques de plusieurs espèces, je peux établir ce qu'on appelle des clés d'identification. Comme par exemple les clés qu'on a vues, les clés, par exemple, comme la clé dichotomique que vous avez manipulée au TP. Donc, ça va représenter, donc c'est une clé d'identification. Et pourquoi pas même faire ce qu'on appelle des cartes de distribution. J'ai des herbiers, j'ai par exemple dans ces herbiers-là, chaque espèce d'où il a été collecté, je vais établir ce qu'on appelle des cartes de distribution. Alors, quelles sont les étapes de réalisation d'un herbier? En fait, il y a plusieurs étapes pour réaliser un herbier. Alors, la première étape, c'est la récolte des plantes. C'est-à-dire, là, je vais aller directement sur le terrain pour récolter les plantes. Alors, mais qu'est-ce qu'on doit récolter là? Quelle partie on doit récolter? Alors, si c'est possible, on peut récolter la plante entière. C'est-à-dire, on peut récolter les feuilles, les fleurs, on peut récolter les fruits, on peut récolter les racines. Bon, ça, c'est surtout pour les espèces herbacées. Je peux récolter toute la plante. Mais pour, par exemple, les arbres et les arbustes, on peut se contenter uniquement de la récolte des feuilles, des fleurs et aussi des fruits. S'il s'agit bien sûr d'un fruit donc, qui n'est pas très gros, c'est un fruit qui n'est pas très volumineux. Également, donc, pour conserver en quelque sorte les espèces dans l'état naturel, alors il ne faut pas vraiment gaspiller, il ne faut pas vraiment donc, arracher les plantes comme ça d'une manière aléatoire et tout détruire. Il faut quand même préserver la nature de telle sorte, il ne faut pas arracher les plantes et les jeter comme ça, non. Et les jeter et les laisser dans un sac de plastique pendant des semaines, parce que par la suite, ils vont être attaqués par les moisissures. Et là, vous serez obligé donc, de sortir une deuxième fois sur le terrain et de faire une autre récolte. Également, sur le plan écologique, certaines espèces sont protégées. Alors, s'ils sont protégés, alors vous n'avez pas le droit de les prélever. Donc c'est interdit de les récolter puisque ce sont des espèces qui sont considérées comme des espèces protégées, des espèces menacées, donc des espèces qui sont en voie d'extinction.
Alors, chaque plante que vous récoltez, il faut lui donner quand même un numéro d'ordre. Il faut lui donner un numéro d'ordre. Si vous ne connaissez pas l'espèce, vous lui donnez un numéro d'ordre, par exemple le numéro 1, 2, 3, 4. Si vous voulez, vous pouvez aussi même leur donner des lettres. Par exemple, je récoltais l'espèce A de la zone X, l'espèce 2 de la zone Y. Mais si je connais déjà le nom, ça ne pose pas de problème. Si je connais déjà le nom, donc je vais directement mettre le nom de l'espèce que j'ai récoltée et bien sûr ne pas oublier le terrain, donc la région et la zone dans laquelle vous avez fait ce prélèvement. Il ne faut pas les confondre, bien sûr, il faut toujours séparer donc, les espèces A, B, C, D pour ne pas les confondre par la suite. Alors, dans certains cas, l'identification directe sur le terrain, ce n'est pas possible. Par conséquent, le spécimen doit être ramené au laboratoire pour faire une étude monographique, comme vous l'avez fait au TP, et bien sûr faire la détermination, faire la monographie et donc faire la détermination à travers la clé. Voilà, donc une fois que vous avez fait cette récolte, il ne faut pas les laisser il ne faut pas les laisser attaquer par les moisissures. Alors il faut procéder à ce qu'on appelle le pressage et le séchage. Alors pour le pressage et le séchage, vous avez différentes techniques. Donc parmi les techniques, il suffit de mettre votre plante bien étalée sur des vieux journaux, par exemple comme ça, ou carrément dans un vieil annuaire, sur lequel vous allez exercer une pression. Alors pour l'annuaire, si c'est très gros, vous allez mettre votre feuille là, par exemple, là, c'est une feuille, et vous pouvez la mettre dans un papier filtre là, et bien sûr fermer votre bouquin, et veillez à chaque fois de changer ce papier là. Il vaut mieux le changer d'une manière journalière parce que le papier là, sûrement il va absorber de l'humidité. Alors si absorbe de l'humidité, vous pouvez avoir une attaque par les champignons ici, alors là tout votre échantillon va pourrir par la suite. Par conséquent, il faut veiller à changer ce papier filtre d'une manière journalière. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des presses. Là, c'est ce qu'on appelle des presses à plantes. Mettez votre plante dans un journal, puis après, vous utilisez ce diapositive. Donc vous avez là quand même des boulons, puis après vous mettez votre plancher et votre feuille sera comprimée donc entre les deux planchers. Vous pouvez laisser ça, par exemple, aujourd'hui vous faites ça, puis après demain vous allez changer le journal, puis refaire la même chose. Alors une fois que vous avez bien séché, il faut identifier votre spécimen. Alors l'identification de spécimen, il peut se faire par différentes manières. Alors, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des clés de détermination. C'est ce qu'on a vu au TP. Parmi les clés de détermination, vous avez ce qu'on appelle les clés dichotomiques. Alors les clés dichotomiques, elles peuvent se présenter soit sous forme d'un tableau, comme ça, soit carrément, donc vous avez des lignes là, plusieurs lignes. Donc à chaque fois, donc, on vous propose deux choix. Et à chaque fois, donc, un seul choix est correct. Alors là, vous avez une clé dichotomique. Voilà, donc vous êtes là. Voilà, si vous êtes ici. Si vous êtes là. Pardon. Voilà, si vous avez par exemple, vous êtes dans ce cas-là, on vous donne deux choix. Après les deux choix, vous pouvez avoir encore deux choix. De même ici, si vous êtes ici, vous avez deux choix. De même là, vous avez deux choix, ainsi de suite. Donc, soit il est sous forme de tableau, soit c'est carrément, c'est une clé tabulée, quelque chose donc, qui rappelle ça, qui rappelle ce que vous avez vu au TP. Alors, si ce n'est pas possible de faire, vous n'avez pas votre clé de détermination, vous n'avez pas cette clé-là, vous pouvez comparer votre échantillon à des herbiers authentifiés, c'est-à-dire à une référence qui est représentée par une bibliothèque
Mais votre bibliothèque là, vous n'allez pas avoir des livres, mais vous allez avoir plutôt des herbiers, plusieurs herbiers authentifiés, c'est-à-dire des herbiers où les espèces ont été déjà identifiées par des scientifiques et on est sûr de leur identité botanique. Ah, vous prenez votre échantillon et vous allez le comparer avec l'herbier que vous avez là, dans cette identification directe, dans cette identification qui va se faire par comparaison. Donc juste je compare, je prends ma plante et bien sûr je la compare avec ce qu'on appelle les herbiers authentifiés. Alors vous avez des exemples d'herbiers authentifiés. Alors si par exemple je vois que j'ai un problème, je ne peux pas déterminer mon espèce par la clé, je peux aller chez ces herbiers identifiés et les déterminer par comparaison. Je peux aussi les déterminer par ce qu'on appelle les jardins botaniques. Alors dans les herbiers authentifiés, je compare l'échantillon que j'ai avec des plantes séchées. Ici non. Là vous allez comparer votre échantillon avec des plantes vivantes, avec des espèces qui existent déjà sur le terrain et bien sûr sont déjà identifiées. Donc là, il suffit de prendre votre échantillon de votre main et de le comparer directement avec les espèces qui existent dans la nature et qui ont été déjà identifiées. Voilà, c'est ce qu'on appelle les jardins botaniques. Vous avez un exemple là, jardin d'essai botanique à Rabat. Alors là, les espèces, devant chaque espèce, vous avez une pancarte où il y a donc la famille botanique, le genre, l'espèce, et il y a aussi même l'origine de la plante. Puis vous avez, si vous avez eu un problème, vous n'avez pas pu l'identifier à travers les techniques qu'on a vues, donc c'était pas possible de déterminer à travers la clé, ni à travers les herbiers identifiés, ni à travers le jardin botanique, eh bien, il suffit d'envoyer votre échantillon chez un systématicien spécialiste. Donc c'est un scientifique, mais qui est spécialisé dans la détermination des plantes, dans la systématique botanique. Donc les spécimens qui posent problème peuvent être envoyés par un spécimen. Alors envoyé à un systématicien spécialiste. Alors il y a plusieurs systématiciens spécialistes. Il peut y avoir un systématicien spécialiste d'un genre. On peut avoir un systématicien spécialiste d'une famille. Et on va avoir aussi un systématicien spécialiste carrément dans la flore d'une région particulière. Alors là, soit vous voyez carrément la plante telle qu'elle est, soit vous pouvez uniquement prendre des prises photos de cette plante et de l'envoyer tout ça sous forme de photo. Malheureusement, il y a certains genres et certaines familles chez lesquelles on ne retrouve pas de spécialistes. Dans certaines familles où ils sont très peu étudiés, on ne retrouve pas de spécialistes. Alors la dernière étape, c'est la mise en page. Alors une fois que vous avez bien séché la plante, une fois que vous l'avez identifiée, vous pouvez maintenant la mettre en page. Bien, pour la mettre en page, donc, il suffit de la mettre dans un classeur ou carrément des feuilles libres. Alors la plante, il vaut mieux qu'elle soit bien étalée. Donc, il faut vraiment veiller à ce que les plantes ne soient pas plissées, il faut que les plantes soient bien étalées. Après, vous pouvez donc coller votre plante avec des petits morceaux de scotch. Et en bas, comme c'est le cas ici, à droite, vous allez mettre donc, les informations qui concernent votre spécimen. Les informations qui concernent l'embranchement, sous-embranchement, la classe, la famille, le genre et l'espèce. Vous ajoutez aussi ce qu'on appelle le nom vernaculaire, le nom vulgaire, en français, en arabe, même en berbère, si le nom existe. Il faut oublier aussi la date, pour avoir une idée sur votre plante a été collectée depuis combien de temps, et le lieu de récolte, et aussi la nature de terrain. La nature de terrain, c'est juste si on veut faire des études écologiques, on peut avoir une idée sur l'exigence écologique de ces plantes du point de vue édaphique, c'est-à-dire du point de vue nature du sol, etc. Voilà en ce qui concerne l'herbier. Maintenant, pour le TD. Alors là, on a déjà fait le TD numéro 1.
Non, c'était l'appareil végétatif. Le TD numéro 2, c'était la monographie de l'appareil floral, la fleur. Et le TD numéro 3, c'était donc une étude des fruits. Dans l'étude pour le TD numéro 4, c'est une série d'exercices qui vise à exploiter ce que vous avez acquis comme savoir dans la botanique. Alors l'exercice numéro 1, s'intéresse à une espèce qu'on appelle Geranium robertianum. C'est une herbe tout simplement, ce qu'on appelle l'herbe à Robert, qui est en fait une plante qui appartient à la famille des Geraniaceae. C'est une famille qu'on n'a pas vue, c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs familles. Alors là, entre autres, il y a cette famille-là, la famille du Geraniaceae. Alors, on vous dit aussi une idée sur les fleurs, comment se présentent. Alors, les fleurs sont hypogynes, pentamères, actinomorphes. Le calice est dialysépale, après floraison valvaire, et la corolle est dialipétale avec une préfloraison tordue. On décrit aussi l'étamine, l'androcée. Donc l'androcée est formé par 10 étamines libres, à déhiscence introrse et disposées en 2 verticilles. Les 5 étamines du verticille externe, plus grandes que celles du verticille interne, sont épipétales alternisépales. Le gynécée présente 5 carpelles soudées, formant un ovaire à 5 loges, bi-ovulés. Les ovules sont insérés autour de l'axe, formé par la suture ou les sutures ventrales des carpelles. À maturité, chaque carpelle donne un fruit sec et indéhiscent appelé méricarpe. Voilà donc l'énoncé de votre exercice. Et vous avez donc un certain nombre de questions sur lesquelles vous devez répondre. Alors, la première question, c'est de donner la régularité de la fleur et de justifier la réponse. Alors, si je lis une deuxième fois le texte, Geranium robertianum est une plante appartenant à la famille des Geraniaceae. Les fleurs sont hypogynes, pentamères et actinomorphes. Alors là, vous avez ce terme-là, actinomorphe. Alors le terme actinomorphe, on l'a déjà vu, c'est un terme qui veut dire que votre fleur, elle a une symétrie axiale. C'est une symétrie radiale. Et toute fleur actinomorphe, forcément, ça va être une fleur régulière. Donc toute fleur actinomorphe, c'est une fleur régulière et l'inverse n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire toute fleur régulière est actinomorphe. Si vous avez une fleur qui est régulière, on a 2 cas. Ça peut être actinomorphe, ça peut être zygomorphe. Mais si vous avez la fleur actinomorphe, là vous êtes... Donc déjà, vous pouvez déduire que votre fleur est régulière. C'est ce que vous avez ici. Voilà, donc votre fleur, elle est régulière car c'est une fleur qui est actinomorphe. On représente un axe de symétrie. Une autre question, c'est un relatif, une autre question relative maintenant à l'androcée. Quel est le type d'androcée? Et justifier la réponse. Alors là, si on veut continuer, alors vous avez le calice dialysépale, on va voir ça par la suite, dialysépale, après floraison valvaire, etc. L'androcée, 10 étamines libres, à déhiscence introrse et disposé en 2 verticilles. Alors on a déjà vu ça dans le TD. Donc vous avez le nombre des étamines, il est 2 fois le nombre des pétales. Il est 2 fois le nombre des pétales parce qu'on vous dit que la fleur elle est pentamère. Donc il y a 5 sépales, 5 pétales. Donc le nombre de pétales est égal à 5. Et le nombre des étamines est 2 fois le nombre des pétales. Alors, dans ce cas-là, on va voir directement le verticille externe. Comment se présente le verticille externe? Alors, le verticille externe, vous avez 5 étamines dans le verticille externe, déjà plus grande que le verticille interne.
Alors, étant donné que le verticille externe il est plus grand que le verticille interne, alors là, on n'est pas en présence d'un nombre C qui est isodyname. C'est-à-dire, on n'est pas en présence d'un nombre C où les étamines ont la même taille. Donc, c'est un nombre C anisodyname, déjà. Parce que les étamines n'ont pas la même taille. Le verticille externe est plus grand que les verticiles internes. La deuxième information, concerne toujours l'endroit C, c'est la disposition de vos étamines. Alors, le verticille externe, toujours, il est épipétal alternicépal. Donc, votre verticille externe, il est en face des pétales, c'est ça, ça veut dire épipétal, et ils alternent avec les sépales. Donc, c'est un endroit C qu'on a déjà vu, c'est ce qu'on appelle un endroit C obdiplostémon. Voilà, donc c'est ce que vous avez là. C'est un endroit C obdiplostémon anisodyname. Alors là, pour justifier, vous avez la justification. C'est un endroit C obdiplostémon anisodyname. Pourquoi? Obdiplostémon parce que les étamines du cycle externe sont épipétales alternicépales. Pourquoi il y a anisodyname? Parce que les étamines n'ont pas la même taille. La troisième question concerne le type de placentation des ovules et le type de fruit. Alors là, on va aller directement au gynécée. Alors le gynécée a 5 carpelles soudées, déjà, donc c'est un gynécée 5 carpes, qui forment un ovaire à 5 loges ovulées. Il s'agit de 5 loges, par conséquent c'est un ovaire qui est pentaloculaire. Les ovules sont insérés autour de l'axe. Alors, s'ils sont insérés autour de l'axe, ça veut dire que le type de placentation que vous avez là, c'est une placentation axile. Donc, les ovules sont insérés autour de l'axe. C'est comme les ovules de l'hibiscus. Donc, ils sont insérés autour de l'axe. D'ailleurs, vous avez aussi 2 ovules par loge. C'est le même cas de l'hibiscus. Donc, il s'agit de 2 ovules par loge, insérés avec une placentation axile. Voilà donc pour le type de placentation. Le type de fruit. Eh bien, pour le type de fruit, alors on vous dit que pour le type de fruit, à maturité, chaque carpelle donne un fruit sec et indéhiscent. Alors, si vous avez un fruit qui est sec et indéhiscent, il faut penser aux akènes. Ce sont des akènes. Alors, il s'agit bien d'acènes. Et lorsque les akènes sont réunis, lorsque vous avez plusieurs akènes réunis, chaque élément, on donne le nom de mica. Donc, pour la question 2, la question 3, pardon, la placentation elle est de type axile. Le type de fruit, il s'agit d'un akène. Puis après, on vous demande d'écrire la formule florale de Géranium robertianum. Alors, pour écrire la formule florale, vous avez pas mal d'éléments qu'il faut donc écrire, qu'il faut mentionner dans votre formule florale. Il faut mentionner d'abord la symétrie. Alors, la symétrie, pas de problème. Votre fleur, elle est actinomorphe. Il faut aussi mentionner la sexualité de la fleur. Là, on parle d'androcée, on parle aussi du gynécée. Donc, la symétrie, votre fleur, elle est hermaphrodite. Également sur le nombre des sépales et la soudure. Alors, le sépale, le nom, pas de problème. Vous avez la fleur, elle est pentamère, donc vous avez 5 sépales. Est-ce qu'elles sont libres ou soudées? Il faut lire ça. Regardez, le calice est dialysépale. Donc, il s'agit de 5 sépales libres. Et bien entendu, il faut aussi avoir une idée sur la préfloraison. Donc, vous avez déjà le nombre des sépales, leur soudure, est-ce qu'ils sont soudés ou libres, et aussi la préfloraison. Alors, on vous dit la préfloraison valvaire. Dans la préfloraison valvaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de recouvrement entre les pièces des sépales. La corolle, c'est-à-dire les pétales, toujours nombre 5, toujours ils sont libres, et bien sûr la floraison là, c'est une préfloraison tordue. Chaque pièce est recouverte. Donc, voilà pour le périanthe.
sépales pour pétales. Pour les étamines, alors les étamines, vous avez quand même 10, mais il y a une hétérogénéité au niveau des étamines. 5 qui sont grandes, 5 qui sont petites. Pour le gynécée, on a une idée sur le carpel, 5 carpels, soudés. Reste maintenant ce qui est sur l'ovaire supérieur, ce qu'il s'agit d'un ovaire supérieur inférieur. Alors pour l'ovaire supérieur inférieur, vous allez le déduire à partir du premier paragraphe. Dans Geranium robertianum est une plante appartenant à la famille des Geraniaceae. Les fleurs sont hypogynes. Eh bien, hypogyne, veut dire tout simplement que les pièces sont situées au-dessous de l'ovaire, vers le bas. Par conséquent, il s'agit là d'un ovaire super. Donc, si je vais écrire la formule florale, voilà ce que vous aurez dans votre formule florale. C'est une plante actinomorphe, hermaphrodite, 5 sépales libres, 5 pétales libres, 10 étamines en 2 cycles, 5 plus 5, c'est pour cette raison-là que je l'ai mis entre parenthèses, c'est pas pour dire la soudure. Parce que si j'aurais par exemple dans ce cas-là mentionné qu'il y a une soudure, alors là j'aurais dû mettre étamine entre parenthèses ou par exemple 5 entre parenthèses. Là il n'y a rien, ni entre eux, ni entre bien sûr 5. Donc là il s'agit de 10 étamines, 5 plus 5 pour dire qu'il s'agit de 10 étamines en 2 cycles. 5 externes, 5 internes, E, plus 5 carpelles soudées, un trait vers le bas pour vous dire qu'il s'agit d'un ovaire super. Donc là c'est l'ovaire, il est vers le haut et bien sûr l'insertion des sépales et des pétales vers le bas. Alors votre formule florale quand même manque d'informations. Ces informations, les informations qui manquent au niveau de la formule florale, vous allez voir dans le diagramme floral. Là on ne peut pas avoir une idée sur la taille par exemple des étamines. On ne peut pas le déduire à partir de la formule florale. On ne peut pas avoir une idée si c'est un endroit c'est diplostémon ou diplostémon. On ne peut pas avoir une idée sur, c'est vrai, vous avez 5 sépales libres, 5 pétales libres, mais on n'a pas une idée sur la préfloraison. Donc, les informations qui manquent au niveau de la formule florale seront complétées par ce qu'on appelle le diagramme floral. Alors, c'est ce qu'on va faire dans la question 5, établir le diagramme floral. Voilà votre diagramme floral. Alors, dans le diagramme floral, vous avez bien sûr à mentionner l'axe de l'inflorescence, à ne pas le confondre avec ce symbole qui veut dire une symétrie axiale. Vous avez l'axe de l'inflorescence, c'est-à-dire la petite tige sur laquelle se fixe la fleur, et vers le bas, vous avez votre bractée. Vers l'extérieur, nous avons ça, les 5 sépales libres avec une préfloraison valvaire. 5 pétales sont là, libres. Vous avez 5 pétales libres avec voilà, donc vous avez une petite erreur là à rectifier ici. Normalement c'est tordu. Voilà, normalement vous avez chaque pièce elle est couverte et recouverte. Normalement celle-là elle est recouverte par celle-là, on couvre ça, de même pour ça. Dans cette pièce, essayez de la mettre vers l'extérieur ici. C'est une préfloraison tordue en principe. Vous avez les 5 étamines. Donc il y a 5 étamines vers l'extérieur. Il faut respecter bien sûr leur disposition. Donc c'est épipétale, alternisépale entre les sépales. Donc c'est un endroit c'est ob diplostémon. 5 étamines vers le cycle externe. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez les autres, les 5 vers le cycle interne. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour l'endroit C. Et vous avez le gynécée. Dans le gynécée, 5 carpelles soudées, bi-ovulées avec une placentation axile. Voilà votre diagramme floral de Geranium robertianum, qui appartient à la famille des Geraniaceae. Donc pour le diagramme floral, je l'ai dit, il y a une petite erreur là, essayez de
pour cette pièce-là, au lieu qu'elle soit carrément vers l'intérieur, de la faire sortir vers l'extérieur pour obtenir une préfloraison tordue. Voilà pour cet exercice. Pour l'exercice 2, alors qu'est-ce qui est demandé au niveau de l'exercice 2? Là, on vous donne l'analyse florale. Dans l'analyse florale, on vous dit quelques informations sur une espèce X. Dans l'analyse florale d'une espèce botanique, on donne les résultats suivants. Ça par exemple, les fruits ou le résultat d'une monographie d'une espèce X. On vous donne la symétrie de la fleur actinomorphe, sexualité hermaphrodite, le périanthe, 5 sépales libres, après floraison valvaire, 5 pétales libres aussi, après floraison tordue, l'androcée diplostémone, les 8 étamines, là on dans les détails, 8 étamines anthros en 2 cycles. Les 4 étamines du cycle interne sont soudées par le filet et les 4 étamines du cycle externe sont libres. Le gynécée présente 4 carpelles soudées, forme un ovaire pluriloculaire infère, loge biovulée à placentation axile. On vous demande d'établir le diagramme floral et la formule florale de cette espèce botanique. Donc il y a 2 choses à faire ici, le diagramme floral et aussi faire la formule florale. Alors là, vous devez bien sûr collecter, faire attention à certaines informations. La symétrie, c'est une symétrie axiale. La fleur qui est bisexuée, c'est hermaphrodite. Le périanthe, qui est formé par 4 sépales libres. Il faut faire attention à la préfloraison valvaire. Là aussi c'est libre, la préfloraison c'est tordu, donc ça rappelle le cas qu'on a vu tout à l'heure. Seulement là on a 4 pièces au lieu d'avoir 5. L'androcée ici, attention, c'est pas un androcée ob-diplostémone, c'est un androcée diplostémone, c'est-à-dire vous avez les étamines du cycle externe qui sont en face des sépales et alternent avec les pétales. Alors on vous donne le nombre des étamines, 8. Antros, c'est-à-dire vous avez les étamines qui s'ouvrent vers l'intérieur. C'est pareil que ici. C'est pareil que l'autre exercice. C'est pareil que l'exercice précédent. Non, là aussi, on a parlé des étamines antros. Il faut les représenter antros, dirigés vers l'intérieur. Voilà, donc on vous dit que les étamines sont antros, 2 cycles. Les 4 étamines du cycle interne sont soudées. Là, il faut faire attention. Dans le cycle externe, il est formé par 4 étamines qui sont soudées. Par quelle pièce? Par les filets. Les 4 étamines du cycle externe sont libres. Pour les gynécées, il faut faire attention. Vous avez les 4 carpelles soudées, forment un ovaire pluriloculaire. Il faut faire attention aussi qu'il s'agit là d'un ovaire infère. Et bien sûr, le nombre d'ovules, C2, et la placentation axile. Alors, pour le diagramme floral et la formule florale de cette espèce, voilà, je vais vous représenter le diagramme floral. Toujours l'axe de l'inflorescence, votre bractée. Toujours, là, vous avez vers l'extérieur les 4 sépales avec une préfloraison valvaire. Les 4 pétales sont là avec une préfloraison tordue. Chaque pièce couvre, couverte, couvre. Donc là, cette pièce-là, cette pièce, il couvre celle-là. Donc celle-là, donc elle est recouverte, en même temps il couvre. De même celle-là, recouverte, couvre. De même celle-là, recouverte, couvre, et ainsi de suite. Donc il s'agit là d'une préfloraison tordue. Représenter les 8 étamines en 2 cycles.
Voilà le cycle externe qui est représenté par 4 étamines. Étant donné qu'il s'agit là d'un androcée diplostémon, donc les étamines doivent être en face des sépales, alternées avec des pétales, c'est-à-dire épisépales, alternipétales. On nous a dit aussi que les 4 étamines ne sont pas libres, sont soudées par le filet, donc il faut représenter ce petit trait qui montre la soudure. Et vous avez donc l'autre cycle d'étamines, 4 étamines libres, le gynécée, 4 carpelles soudées, des ovules en nombre de 2, avec une placentation axiale. C'est ça votre diagramme floral, votre espèce X. La formule florale, parce que votre diagramme floral quand même ne nous donne pas une idée sur la position de l'ovaire, s'il est supérieur ou inférieur. Alors ce qui manque là, on va le voir dans la formule florale. Alors la pleure, elle est toujours actinomorphe, hermaphrodite, formée de 4 sépales libres, 4 pétales libres, et là il y a une irrégularité au niveau de votre androcée, puisque il y a certains étamines qui sont soudés, certains étamines libres, donc j'ouvre une accolade. Donc vous avez 4 étamines soudées, plus entre parenthèses, plus 4 étamines libres, le tout représente les étamines, plus 4 carpelles soudées, et il faut mettre maintenant un trait, il faut faire attention là, il faut mettre un trait vers le haut pour montrer qu'il s'agit d'un ovaire inferne. Voilà votre ovaire inferne. L'autre ovaire, il est situé vers le bas et les pièces sont vers l'extérieur. Voilà, donc on va s'arrêter ici. On va continuer donc le reste du TD lors de la séance prochaine. Merci.